Merci beaucoup, Marie. Je vais jouer le rôle du micro. Et je vais juste préciser qu'en fait, on ne connaît pas les vrais prix des médicaments. Il y a des négociations avec le gouvernement qui fait baisser on ne connaît que les prix officiels. Et que 17 ans, c'est quand même avec 2 ans de traitement de maintenance pour 3 cas. Voilà. Mais je ne sais pas, il y a plein de choses passionnantes qui ont été racontées. Entre autres, c'est vrai que jusqu'à présent, les traitements à la rechute, on faisait toujours moins bien que ceux d'avant. Ben, ce n'est plus le cas ici, hein, quand vous voyez ces données de cartitude. Donc, il y a vraiment des traitements qu'on peut donner aux patients plus fragiles avec les PI spécifiques. Si les patients ne sont pas éligibles aux CAR-T, il y a les CAR-T, il y a encore après les autres molécules qu'on connaît classiquement. Mais donc, je ne sais pas, moi, je vais faire le micro et puis je vais laisser... J'ajoute un tout petit quelque chose, parce qu'on se rend bien compte que quand on vous présente toutes ces données, ben c'est un petit peu angoissant quand on vous parle des effets secondaires. Et je pense que comme Ornella et Marie l'ont montré, c'est des effets secondaires en fait qu'on connaît très bien, pour lesquels les prises en charge sont extrêmement standardisées, et pour lesquels on a fait beaucoup de progrès, parce que mine de rien, c'est des molécules, ben oui, qui sont nouvelles dans le remboursement, mais qui sont pas nouvelles dans le monde scientifique, et pour lesquelles on a fait beaucoup de progrès au niveau de la prise en charge et des thérapies de soutien. Et donc, beaucoup de progrès aussi pour les effets secondaires aigus, graves et au long cours. Donc, ça, je pense que c'est vraiment, ça fait partie des choses à avoir en tête, parce que voilà, on a vraiment beaucoup évolué là-dessus. Et encore une fois, c'est extrêmement standardisé. Il y a beaucoup de littérature là-dessus qui montre très clairement comment, au fur et à mesure, de mieux en mieux prendre en charge ces effets secondaires. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? J'ai entendu parler d'une limite de 3 mois pour lancer ce traitement à partir d'un certain moment, mais je n'ai pas très bien compris dont il s'agissait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de 3 mois? Par rapport au CAR-T, c'est ça? Ah oui, probablement qu'on parle de la production et de... Je vais te laisser répondre, Marie. C'est avec ta micro là. Donc les 3 mois entre le moment où on récolte, probablement les CAR-T, 4 à 6 semaines pour les produire, et puis après les 2 cycles de ces probablement. Oui, alors c'est pas tout à fait 3 mois, on parle plus de 2 mois. Disons que quand on prend les lymphocytes et qu'on les met au laboratoire, la technique pour arriver au produit final, c'est-à-dire le produit qui est disponible et transférable dans les veines, il faut 4 à 6 semaines, parfois un petit peu plus. Et donc c'est un moment qui est un moment d'attente. Et on va appeler ce moment d'attente, enfin on va traiter et on va appeler ce moment-là le traitement pont, d'accord, qui fait vraiment le lien entre le moment où les cellules sont prélevées et envoyées au laboratoire, où le labo fait son job, et où nous, bah, on met des traitements qui permettent de réduire la taille du myélome, la gravité du myélome, de réduire un maximum avec des traitements qu'on connaît très bien. Ce pas des traitements novateurs là pour le coup, c'est vraiment des traitements qu'on aurait mis si on n'avait pas l'écart, et ça permet de réduire la masse, et en général, c'est 2 mois, et puis après on réinjecte évidemment les cellules. D'accord? Donc c'est 2 mois, c'est plutôt ça. Ça peut parfois aller un petit peu plus vite, si on est coincé et qu'on a besoin d'un traitement beaucoup plus rapide, et d'arriver très rapidement au quart, et qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de molécules efficaces, alors on peut aller beaucoup plus vite. Mais en général, c'est 4 à 6 semaines, ça c'est quelque chose qui est imbougeable à l'heure actuelle. Les firmes travaillent pour faire beaucoup plus court. Il y a pas mal d'études aussi sur des traitements avec des quarts qu'on va appeler allogéniques, donc des quarts, des cellules lymphocytaires qui viennent, qui sont, sur l'étagère, et qu'on va prendre et qu'on va modifier et qu'on va pouvoir donner directement aux patients. À l'heure actuelle, c'est pas encore possible, mais ce sont des choses qui se passeront à l'avenir. Donc les délais ne seront plus si importants. Encore une fois, quoi qu'il arrive, au moment où on décide qu'on doit injecter, qu'on veut avoir recours à ce traitement-là, bah, il faut que la masse tumorale, pour faire les meilleurs résultats, vraiment, avoir un combat qui se passe au niveau cellulaire et pas une cellule contre une masse tumorale, bah, de toute façon, on a envie de traiter pour réduire cette masse tumorale. Donc, quoi qu'il arrive, ce délai est en fait
à la fois fixé, mais finalement assez bénéfique. J'ai répondu à votre question. J'ai une question que j'aurais dû peut-être poser dès le départ, c'est à savoir qu'est-ce que c'est que le myélome multiple? Ah, ça c'est juste. Et à ce jour, Bon, et à ce apparemment, jour, connaît-on vraiment les causes? Et pour terminer, d'après mes renseignements, il y a de plus en plus de cas de myélome multiple. alors, deux questions d'une certaine manière. Je me permets de. Donc, en gros, je vais faire assez court parce qu'en soi, ça pourrait être une présentation en soi. Le myélome multiple, c'est. Ma théorie, si j'ai déjà, mes collègues sont déjà contaminés, donc ça, c'est pas grave. Donc, le myélome multiple, c'est une maladie du sang qui est un cancer du sang. On utilise le mot cancer parce que, comme Marie a dit, c'est des cellules qui échappent au contrôle du système immunitaire et au développement normal et qui prolifèrent, qui se multiplient de manière anormale. Ces cellules, c'est les plasmatocytes qu'on retrouve dans la moelle osseuse et qui, du coup, sont responsables de plusieurs choses. D'une part, éventuellement une anémie, donc les globules rouges qui diminuent. Elles peuvent entraîner aussi, de par le fait qu'elles produisent des protéines anormales, des problèmes au niveau des reins. Elles peuvent entraîner également des lésions au niveau des os et parfois également aussi quand il y a des lésions au niveau des os, trop de calcium dans le sang. Ça, c'est un peu, si vous voulez, les 4 choses, si je dois résumer très, très fort, qu'on observe dans le myélome multiple. Après, le myélome multiple a la particularité, parce que quand on entend le mot cancer et qu'on vous dit, voilà, vous avez un myélome multiple, c'est un cancer, on se revoit dans 3 mois et vous n'avez pas de traitement, mais vous dites, est-ce que je suis vraiment tombée sur la bonne personne? Mais dans les maladies du sang, en fait, il y a toute une catégorie de maladies qui sont des cancers, mais qui sont des maladies chroniques. Donc, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas les guérir, on ne sait pas les faire partie définitivement, mais c'est aussi des maladies qui peuvent être présentes à l'état dormant, sans avoir de problème, comme j'ai dit, d'anémie, de problèmes au niveau du rein, de problèmes au niveau des os, et que donc à ce moment-là, on ne fait pas de traitement parce qu'on ne peut pas apporter une guérison et que ça ne change pas spécialement la survie au long cours. Après, il y a des études qui se posent à ce niveau-là de se dire, si on traite plus tôt, est-ce qu'on pourrait éventuellement éradiquer la maladie? Mais pour le moment, on n'a pas encore répondu à cette question-là. Et le postulat, c'est de se dire, on n'a pas envie de faire un traitement alors qu'il n'y a pas d'indication pour lequel il va avoir des effets secondaires, alors que la personne pourra avoir un myélome qui dort pendant plusieurs années. Voilà, c'est très bref, hein, mais j'essaie de synthétiser. Je ne sais pas si mes collègues, par rapport au myélome multiple, veulent rajouter quelque chose de brûlant, mais encore une fois, c'est des choses où on pourrait en parler pendant des heures. Mais... Non, non, non. Il y Alors, avait la question de l'origine. l'origine et de l'augmentation de l'incidence. Deuxième question, effectivement. Alors, l'origine, je pense que ça... c'est la question à $1 milliard, parce que malheureusement, on n'a pas toujours une bonne explication. On sait que l'exposition à des toxiques peut favoriser l'apparition du myélome multiple. On observe parfois que, notamment dans les populations des agriculteurs, qu'il y a un petit peu plus d'exposition parce qu'il y a l'exposition à tout ce qui est pesticides. On peut voir aussi que parfois, même s'il n'y a pas vraiment quelque chose d'héréditaire ou quoi que ce soit, mais on peut voir comme ça dans des familles qui a un petit peu ce qu'on pourrait appeler, enfin, je sais pas, j'ai pas d'autres termes là en tête, mais un trend. Donc, on voit quand même qu'il y a un petit peu plus de cancer dans certaines familles et parfois un peu plus de cancer du sang, mais sans qu'on puisse dire, voilà, c'est telle mutation, c'est ça qu'on doit tester, donc on peut dépister ça à l'avance. Et en fait, souvent, c'est aussi la faute à la vie et la faute à pas de chance que tout d'un coup, dans un cycle cellulaire, il y a une cellule qui n'a pas fait ce cycle cellulaire correctement et il y a quelque chose qui un rouage qui s'est pas bien fait dans toute cette machine et qui du coup dérègle la cellule et fait que elle n'a plus ces mécanismes de régulation pour avoir un cycle de vie et puis mourir et elle prolifère. Tu veux rajouter quelque chose? Je voulais juste dire qu'on peut le voir quand il n'y a pas de gène driver, comme dans le cancer du sein, où on sait qu'il y a un gène qui est responsable du développement pour certains d'entre eux. Vous pouvez voir ça comme un background génétique, d'avoir en fait votre propre génétique qui a une susceptibilité à développer telle ou telle maladie, que ce soit immunitaire ou cancéreuse. Et puis en fonction de ce que vous avez rencontré dans votre vie, les toxiques qui se sont accumulés, comme Julie vient de le rappeler, mais aussi toutes les rencontres antigéniques, tous les virus que vous avez rencontrés, les maladies qu'on a fait, tout ça va finir par faire qu'on va développer telle ou telle maladie, ou en fait aucune maladie.
Et c'est ça le faux t'as pas de chance. C'est un ensemble de rencontres, en fait, et d'expositions à des toxiques qui amènent vers quelque chose. Et ce que vous disiez est juste, il y a plus de myélomes multiples. C'est vrai qu'on voit une tendance à une augmentation des myélomes multiples, mais finalement des cancers de façon générale et probablement plus chez les jeunes. Maintenant, avec un âge moyen qui diminue, en tout cas une tendance vers ça, sans que ce soit définitivement établi, et en tout cas pour le myélome, mais parce qu'on a été exposé à des toxiques de façon majeure et illimitée. Donc maintenant, on mange bio, ou en tout cas, j'espère qu'on mange bio pour tous, mais de nouveau, c'est un accès à quelque chose qui est cher, hein, donc c'est pas vrai pour tout le monde. Mais on a été exposé, enfin en tout cas, moi petite, j'ai mangé de la pollution, énormément. Et voilà, et donc je veux dire, on a cette tendance-là, mais ça vient d'un vrai background génétique et c'est pour ça que quelqu'un qui serait votre jumeau identique ne développera pas, en fait, la même maladie que vous. Ça Ouais. répond à votre question. Si je peux rajouter quelque chose sur l'augmentation de l'incidence, en fait, il y a une ou deux études qui sont sorties justement sur l'évolution de l'incidence qui montrent, alors qu'on sait qu'au niveau génétique, par exemple, les populations asiatiques ont beaucoup moins de probabilité d'en faire, les populations d'origine africaine plus et caucasienne entre les deux, mais qu'en fait l'incidence est en train d'augmenter, surtout dans les pays industrialisés et en parallèle à l'augmentation du diabète et la surcharge pondérale. Donc on sait que la surcharge pondérale aussi, donc il y a toutes ces toxiques, effectivement il y a un vieillissement cellulaire, hein, donc on est tous exposés à des infections. Donc, les plasmocytes, pendant toute notre vie, vont être sollicités à pas mal de choses parce qu'on va tous faire des rhumes, un peu d'infections pendant toute notre vie, surtout les hivers. Et donc, il y aura un peu plus de mutations. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, l'augmentation aujourd'hui est principalement dans les pays dits riches, en fait, où on est surtout en surpoids et qu'il y a probablement un contexte, comme tu disais aussi, de malbouffe et de cette surcharge pondérale, surtout au niveau du ventre, parce qu'au niveau du ventre, la graisse qui se met au niveau abdominal, en fait, elle secrète toute une série de substances pro-inflammatoires qui ne sont pas bonnes, en fait, pour beaucoup de cellules, pour beaucoup de cancers, et entre autres aussi pour les précurseurs du myélome. Et qui viennent surtout des États-Unis aussi. S'il vous plaît? Qui viennent surtout des États-Unis. Oui, oui, Parce que là, tout le monde était obèse il n'y a pas si longtemps. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement, il y a des endroits où le surpoids est plus. Est-ce qu'il y a un âge limite pour profiter de ces nouvelles thérapies ou... Il n'y a pas oui et non, c'est une question un peu compliquée. Il y a pas, c'est pas tellement l'âge, mais plutôt ce qu'on appelle la fitness, hein, donc le fait d'être, je vais pas dire en forme, mais c'est l'âge un peu biologique, l'âge d'un point de vue des organes. On peut être beaucoup plus jeune à 60 ans et avoir des problèmes cardiaques, rénaux, qui font que du coup, ça rendrait beaucoup plus toxique des traitements plus intensifs, que ce soit la greffe et l'écartille. Et on peut avoir 80 ans et être tout à fait bien et en mesure de tolérer ces traitements. Donc, beaucoup. Oui et non. Après, c'est sûr qu'avec à un certain âge, on va avoir une augmentation de risque, de ce qu'on appelle de comorbidité. Il y en a longtemps, même si on est bien, notre capacité à encaisser une complication quelconque, dont cette fameuse tempête inflammatoire, va pas être la même qu'à 60 ans. Mais on va pas se dire 79 oui, 80 non, donc c'est un peu global. Après c'est sûr que je peux pas dire que l'âge ne joue absolument pas. C'est un peu une globalité. On a aussi des évaluations, hein, qui évaluent la fragilité du patient plus âgé. Il faut dire qu'aussi dans toutes ces évaluations, le fait d'avoir 80 ans, on est d'office placé en fragile, même si on est en pleine forme, parce qu'on sait du coup qu'on a plus de risques de toxicité et qu'au moment où on va avoir, comme tu le dis, ces toxicités, on risque de ne pas récupérer après, alors que quelqu'un de 70 ans, de 75 ans qui a des toxicités va plus rapidement récupérer. Marie, je pense que Oui, alors effectivement, il n'y a pas de cut-off, comme on a pu mettre à un moment donné pour la greffe que Julie vous a présentée, hein, le 70 ans. Là, il y avait vraiment cette espèce de cut-off avec des exceptions, mais qui étaient vraiment des exceptions. Moi, je pense qu'à 70 ans aujourd'hui, c'est pas 70 ans il y a 20 ans non plus. Je pense que la population a beaucoup changé, en particulier dans nos pays industrialisés de nouveau, enfin, avec tout le bémol que ça comporte.
Donc voilà, je pense que ça s'évalue au patient par patient. Un quart n'est pas aussi intensif qu'une greffe et fait probablement mieux. Donc je pense qu'on va avoir peut-être moins d'indications de greffe à l'avenir et peut-être plus de cas. Après, comme rappelle Nathalie, 80 ans reste un cut-off d'âge qui est effectivement probablement difficile d'aller au-delà. Alors, aux États-Unis, pour des lymphomes, il y a des patients de 85 ans qui ont reçu des CAR et ça s'est bien passé parce qu'ils étaient en super forme. Et probablement, de nouveau, c'est des exceptions, probablement ça peut bien se passer. Mais c'est vrai qu'il y a un âge calendrier, je vais dire ça comme ça, qui, dans notre expérience, montre que même si on est en super forme, on a un risque majeur de glisser et de ne pas récupérer des complications aussi bien qu'avant 80 ans. Alors de nouveau, c'est pas 80 strictement, mais voilà. Et pareil, à 60 ans, on peut ne pas être fit parce que, comme le rappelle Ornella, on a déjà une insuffisance cardiaque pour d'autres raisons, ou des problèmes rénaux, ou d'autres soucis. Donc c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas d'âge. Pour répondre, en fait, clairement, il n'y a pas d'âge, mais disons que ça se met ensemble avec tous les éléments qu'il faut prendre en considération ensemble, c'est-à-dire quel type de maladie j'ai devant moi, quelles sont les autres possibilités thérapeutiques et qu'est-ce que j'attends de mon traitement, la volonté du patient évidemment, et son âge et sa fitness. Et donc c'est vraiment cet ensemble de choses qui fait qu'on discutera d'une façon ou d'une autre avec vous, différemment avec l'un et l'autre à âge égal. Et je me permets un peu de compléter ce que dit Marie, c'est qu'aussi, quand il y a une étude qui est faite pour un médicament, voilà, ces paramètres très standardisés, ils prennent des patients seulement jusqu'à un certain âge, etc. Ça, c'est l'étude. Mais après, il y a la vraie vie. Et donc, en fait, souvent, nous, on n'a pas des patients qui sont comme dans des études parce que, oui, il y a un problème au niveau du cœur, il y a un problème au niveau du rein, etc. Et c'est dans la vraie vie aussi, avec le recul, qu'on voit qu'en fait, il y a des traitements qui sont aussi très bien tolérés pour des personnes qui ont un petit peu plus de problèmes au niveau du rein ou quoi que ce soit. Et c'est aussi dans la vraie vie, comme disait Marie, que voilà, effectivement, des patients plus âgés, mais qu'on considère être en très, très, très bon état général et qui sont motivés éventuellement par ce type de traitement, eh bien, à ce moment-là, parfois, on voit que ça se passe bien. Donc, il y a aussi ce recul-là de ces médicaments qu'on utilise un peu au quotidien et dont on acquiert une expérience et pour lesquels on devient peut-être au fur et à mesure du temps. Il y a toujours des choses pour lesquelles on ne pourra pas aller au-delà d'un certain point parce qu'en fait, on ne veut pas faire pire que mieux avec notre traitement, mais où en fait, on va s'assouplir un petit peu au niveau des restrictions qu'on se met parce qu'on connaît mieux le traitement et on est plus serein aussi par rapport au type de patients avec lesquels on fait ce traitement-là. Je voulais savoir comment faites-vous pour terminer tel ou tel autre traitement. Naomi. Oui, du coup je reprends ça. Donc c'est effectivement en fonction de tous ces éléments dont on vient de parler, d'évoquer au fur et à mesure. Donc c'est vraiment se dire, ok, quel patient j'ai devant moi, quel âge évidemment, mais quel déficit d'organes j'ai éventuellement à côté du myélome. Quelle maladie j'ai sur le plan cytogénétique, on vous parle parfois des anomalies génétiques du myélome lui-même. Quelle est donc son agressivité aussi, comment elle se présente. Ornella vous a parlé du fait qu'il y a des maladies qui peuvent être extramédulaires, donc du myélome qui n'est pas dans les os, enfin qui n'est pas que dans les os et qui est par exemple dans le foie, dans le ventre, et ça c'est une marque d'agressivité. Et on sait qu'il y a des traitements qui répondent, enfin des traitements qui donnent une efficacité plus importante pour ce type de maladie-là, et d'autres pas du tout. Par exemple, les CAR dans les maladies extramédulaires ne fonctionnent pas bien. Donc il reste des parties de maladie, des façons dont la maladie se présente, se comporte, où on doit choisir quelque chose qui est raisonnable, évidemment, avec un but d'efficacité, évidemment, et pas jeter des traitements à la poubelle, donner de l'espoir pour rien. D'accord. Et puis, il y a évidemment ce que veut le patient. Je pense que c'est pas la même chose de dire moi j'habite loin et faire des allers-retours pour vos bispécifiques, là moi non, j'ai pas trop envie, je préfère un traitement purement oral. Et il y a des choses qui fonctionnent super bien, hein. Et en fait prendre un médicament tous les jours pendant 21 jours et puis revenir tous les mois à l'hôpital, c'est ok.
et ça fonctionne tout aussi bien. Donc c'est vraiment s'adapter à la situation patient par patient. Voilà, on a des algorithmes, d'accord, et tous les ans, enfin tous les 3-4 ans, on a des publications de voilà, patient fit, unfit, tel cytogénétique ou non, et on suit comme ça avec notre doigt et on sait ce qu'on doit faire. Mais en vrai, la vraie vie, the real life, c'est pas ça. C'est ok, je devrais faire ça, ce serait le mieux. Mais ce patient-là, il préfère du péros, donc de l'oral, et donc on va plutôt faire comme ça, et on viendra à ça peut-être secondairement. Le tout est de bien vous informer, en réalité, et de prendre ensemble, main dans la main, les décisions. Je rajouterais 2 trucs très pratico-pratiques. Les conditions de remboursement. C'est ce que j'allais dire. Que, vous voyez, on a tout un petit peu des personnalités différentes. Voilà, Marie est toujours extrêmement motivée. Elle voit le futur dans 15 ans. Elle veut le ramener maintenant. Voilà, moi, je suis un petit peu plus pas réaliste, mais voilà, on est. Donc voilà, il y a les conditions de remboursement. Donc ça, voilà, en Belgique, les modalités de remboursement sont différentes d'un pays à l'autre. Donc les règles entre guillemets sont pas les mêmes. Et donc en Belgique, c'est vraiment des choses qui sont parfois très codifiées, où on nous dit voilà, ce traitement-là, ça peut être donné qu'après 2 lignes de traitement, le patient il doit déjà avoir reçu ça et ça, il doit être réfractaire à ça et ça, et entre guillemets, si on n'est pas dans ces conditions-là, on peut pas entre guillemets accorder le remboursement. Et deuxième chose, qu'après les conditions de remboursement, c'est aussi une discussion en soi, c'est que mais voilà, on a toutes les 4 des perspectives d'expérience, des expériences différentes parce qu'on voit des patients différents. L'une a peut-être lu un article récent plus que l'autre. Et en fait, pour toute décision de traitement oncologique, c'est des décisions qui sont basées en équipe. Donc nous, chaque semaine, on a une réunion qu'on appelle merci, oui, voilà, vous voyez, j'y vais tout le temps d'ailleurs, la concertation oncologique multidisciplinaire, et en fait, où on est tous les spécialistes hématologues, et on dit, voilà, monsieur a tel âge, il a telle maladie, il a tel problème de santé, et on prend la décision ensemble. Parce que, toujours, il y a plus de choses intéressantes dans plusieurs têtes que dans quelqu'un de plus seul. C'est tout à fait vrai. Et alors, par rapport à le traitement, par exemple, ça c'est en première ligne, mais en rechute, effectivement, les conditions de remboursement, mais on va aussi regarder les toxicités que les patients ont fait au traitement précédent pour ne pas reprendre des médicaments trop toxiques et les médicaments qu'ils ont déjà reçus et s'ils sont réfractaires ou pas. Donc, les algorithmes font ça aussi. En deuxième ligne, est-ce que le patient a été exposé au lénaïdomide, au Darzalex ou pas? Et en fonction, on va choisir. Et donc, effectivement, tout le monde n'a pas accès au CAR-T. Il faut, par exemple, être réfractaire au lénaïdomide pour avoir accès au CAR-T, parce que les études ont été faites dans ces conditions-là. Je vous passe le micro pour votre question. Je voulais vous demander si vous prenez en considération l'alimentation et le vécu psychologique des manants. Est-ce que ça a une influence sur la réponse au traitement? Ça n'a rien à voir du tout selon vous? Merci. Donc, on a eu hier une réunion qu'on appelle le GLEM, où on discute avec tous les hôpitaux, différents hôpitaux de certains guidelines et de certains points importants. Et justement, on discutait hier de tout ce qui est l'alimentation et le cancer et ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la durée de réponse et la survie des patients. Et globalement, en fait, ce qui est vrai pour un peu tous les cancers, c'est qu'il faut manger sainement, c'est-à-dire qu'il faut favoriser votre microbiote. Pour favoriser votre microbiote, vous devez manger des légumes, des fruits, favoriser les céréales complètes. Tapez sur Internet repas microbiote. Ce qui n'est pas bon pour le cancer en général, c'est effectivement la surcharge pondérale et surtout celle, effectivement, comme on l'a dit, qui se met au niveau de l'abdomen. Et aussi, ça a été montré, par exemple, pour les états précurseurs du myélome, qu'on appelle la gamopathie monoclonale d'origine indéterminée. Donc, on peut retrouver dans 3% de la population à partir de 50 ans, donc des patients qui ont un tout petit pic monoclonal, mais pas du tout de myélome, mais qui sont plus susceptibles que ceux qui n'en ont pas de développer un jour un myélome. Et ça, c'est lié au vieillissement de la cellule du plasmocyte. Mais on sait que, en fait, le fait de manger, et des études qui ont montré, donc boire plus de boissons sucrées, soda, etc., ou même sans les sucres, avec des faux sucres, c'est pas bon pour développer, ça c'est pas pour le myélome, mais c'est pour les précurseurs du myélome. Bon, on s'imagine que pour les myélomes, ce n'est pas bon, ça a déjà été démontré pour d'autres cancers. Dans cette étude, on montre que manger
plus de céréales complètes, c'est bon. Les légumes aussi, qu'on dit à branches, comme par exemple le brocoli, les choux-fleurs, les tomates aussi. Il y a d'autres études qui ont montré dans des boîtes de pétri ou dans des maladies un peu semblables que, par exemple, le thé vert, les dérivés du thé vert sont bons. Alors, est-ce que ça a un impact? On n'a pas de données qui nous disent, tiens, boire 2 tasses de thé vert, ça va améliorer, mais en tout cas, on sait que c'est bon pour la santé. Et le curcuma aussi, ça joue sur certaines voies cellulaires du myélome, mais bon, on ne sait pas s'ils mettent des curcumas dans toutes vos salades et dans tous vos produits va améliorer vos réponses. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est faire de l'exercice physique, ça joue aussi. Donc, être en bonne santé au niveau physique sur la durée de réponse, dans les cancers en général, avoir une alimentation saine, équilibrée, éviter les surcharges. L'alcool n'a jamais été mis comme cause du myélome. Il y a des études qui ont montré que boire plus d'alcool n'augmentait pas le risque, mais globalement, c'est pas bon pour tous les autres cancers en général, pour beaucoup d'autres. Donc ça, on recommande quand même en général de limiter sa consommation à ce qui est recommandé. Je ne sais pas si je réponds à votre question du coup. L'alimentation, oui, et le vécu psychologique du patient et de son environnement. Alors, on n'a pas d'études qui nous montrent, et ce serait très difficile à mettre en évidence, que avoir des chocs psychologiques importants crée des cancers. Maintenant, quand on est déprimé, etc., ça diminue l'immunité. Donc, peut-être que ça ne va jamais créer une maladie, mais si on a une maladie préexistante, je ne sais pas, est-ce que ça peut jouer un rôle sur son évolution ou pas, ça, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est très important pour pouvoir poursuivre son traitement correctement et pour pouvoir aller au bout de son traitement et pouvoir le faire dans des meilleures conditions physiques, c'est-à-dire avoir assez de muscles et donc ne pas risquer des complications infectieuses ou autres et avoir assez d'activité physique, il faut avoir un bon moral aussi. Et donc, l'encadrement psychologique est important également, effectivement, parce qu'on a dit l'activité physique, c'est important pour pouvoir tolérer les traitements et donc avoir une meilleure réponse et une meilleure survie. Mais si on est déprimé au fond de son lit, on va faire moins d'activité physique, on va moins bouger, on va avoir plus de risques de complications comme la fonte musculaire, comme les neuropathies ou comme les infections. Donc oui, de manière pas directement sur la création de la maladie ou de la cellule malade, mais autrement oui, c'est effectivement important. Moi, je vais rajouter un truc qui n'est... disons, on n'a aucune preuve de ça, mais c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes dans le domaine, effectivement, psychologique. Et pas spécifiquement du cancer, on connaît ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, on a les gènes. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont nos gènes qu'on a sont exprimés ou réprimés. D'accord ? Et ça se module avec le temps. Et on ne sait pas encore très très bien comment ça fonctionne. En fait, on a des traitements d'ailleurs qui visent plutôt l'épigénétique que la génétique, donc c'est déjà des choses qui sont en place sans qu'on sache réellement tout à fait ce qu'on fait. Et il y a des études très interpellantes sur le sujet, plutôt sur le plan psychologique. Ils ont pris des souris, je raconte parce que je trouve ça incroyable, des souris à qui on a fait sentir une odeur doucereuse, comme, je sais pas, de la fleur d'oranger, je sais plus exactement. Et à chaque fois que cette odeur était ressentie, il y avait des stimuli nociceptifs, donc des douleurs. Et donc évidemment qu'à un moment donné, quand l'odeur arrive, les souris sont dans un énorme stress avant même de recevoir le stimulus. Le stimulus, vous savez, c'est ce qu'on appelle le Pavlov, d'accord, le réflexe de Pavlov. Et puis, ces souris ont eu des enfants, des petits souriceaux, qui n'ont pas été stimulés du tout nociceptivement à ces odeurs, d'accord. Et en fait, ces petits souriceaux ont exactement la même réaction. Ce qui veut dire quoi? Alors c'est du comportement, hein, c'est pas un cancer qui est transmis, etc. On le prend dans ce qu'on peut l'inférer, évidemment, hein, donc c'est relativement limité, mais ça a été reproduit. Et donc, effectivement, il y a des choses qui se passent qu'on ne palpe pas encore. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'on peut voir scientifiquement, mais il y a aussi des tas de choses qu'on ne peut pas voir. Voilà, et donc je pense qu'il y a encore un domaine énorme de recherche, et effectivement l'alimentation, la psychologie, tout ça, c'est certainement des choses qui ont un impact certain, mais pas que.
D'accord? Donc on y met effectivement de l'importance maintenant, comme on met de l'importance, comme Julie vous a montré, sur l'activité physique, sur le soutien psychologique, sur le soutien social, économique aussi dans les maladies chroniques de façon générale, pas que le cancer. Et donc tout ça est effectivement un tout, et c'est un domaine de recherche absolument passionnant. Moi, je voudrais savoir, quelqu'un qui a été greffé, qui a donc suivi un traitement, mais qui après X années rechute, est-ce que vous pouvez la regreffer ou bien c'est une fois et plus du tout? Alors c'est extrêmement intéressant. Je vais juste répéter la question pour que tout le monde puisse l'entendre, puisqu'on n'a malheureusement plus de micro portatif. Donc madame demande si, après avoir été greffé et avoir eu une longue période de rémission, est-ce qu'on peut envisager de regreffer, puisque ça a par définition bien fonctionné. Je vais laisser Julie répondre à cette question. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est une réponse qui a évolué au cours du temps. Donc, plus tôt, avant, c'était quelque chose que effectivement on envisageait. Si on se disait qu'on était un certain temps après l'autogreffe, on se disait que l'autogreffe avait quand même été bénéfique sur cette fameuse PFS et que ça valait la peine en deuxième ligne de traitement de refaire un traitement puis d'autogreffer de nouveau. C'est quelque chose qu'en pratique on fait plus vraiment. Pourquoi? Parce que justement nos traitements de deuxième ligne ont énormément évolué, sont très très efficaces. Et que donc, ici, en fait, on estime que c'est pas quelque chose qui va nous apporter un bénéfice. Donc, j'aurais tendance à dire, enfin, si mes collègues sont d'accord, que c'est plus quelque chose qu'on envisage vraiment dans la vraie vie, quoi. Voilà, parfois ponctuellement, mais autant avant, c'était vraiment quelque chose qu'on allait rediscuter, rechallenger, autant maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'on met vraiment de côté. Donc, a priori, non. Mais allez-y, nous on aime bien les questions. Allez-y. D'abord, je voulais savoir l'autogreffe en Belgique, donc ce traitement de première ligne pour les personnes éligibles à l'autogreffe, c'est pratiqué depuis combien d'années? Donc, quel est le recul qu'on a par rapport à ça? Ça, c'est la première question par rapport à l'autogreffe. Et donc, je me demandais si on pouvait imaginer, puisque vous venez de dire qu'on n'envisageait pas de refaire une deuxième autogreffe, est-ce qu'on peut imaginer le Cartitude 5, ou 4, 6, voilà, ou 6, où après une première, donc au bout d'un premier traitement, on pourrait déjà arriver au Carti. Et la troisième question, on vient d'en parler, sur l'impact de l'alimentation anti-inflammatoire. Sans jugement, parce que c'était très agréable, mais c'est un constat. La collation avec du jus d'orange et des gâteaux. Il y avait des sodas. Il n'y avait pas, mais c'est clairement antinomique par rapport effectivement. Après, on peut encore s'offrir de temps en temps. Alors oui, on a le droit de prendre un peu de l'orange. C'était excellent. On a le droit de prendre un peu de vin aussi. Voilà, on est d'accord, c'était bien agréable, mais cela dit, c'est quand même. Vous avez raison, on aurait dû servir du thé vert et du curcuma. Bon, pour être dans le thème, c'est vrai, vous avez raison, on note pour la prochaine fois. Les gâteaux repas en hôpital, on est quand même encore au petit déjeuner sucré. Alors voilà, comme toujours dans une société, il faut laisser les choses évoluer. Le bio a fait son apparition il y a quelques années, ça n'est que maintenant qu'on nourrit nos enfants avec du bio. Donc voilà, il faut essayer de laisser évoluer les consciences progressivement. C'est vrai, dans l'hôpital, on devrait être les premiers, évidemment. On prend votre remarque avec le plus grand sérieux. Et c'est vrai que pour la prochaine fois, ce sera du thé vert. J'en ai mangé. C'est génial. Mais c'est génial. Mais on mettra quand même un petit bout de cake pour ceux qui... Oui, au chocolat, s'il vous plaît. Oui. J'en ai mangé, mais c'est vrai que c'est bon, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, on dit ça sur l'humour, mais c'est évident qu'on devrait être les premiers exemples. Vous avez tout à fait raison en tant que représentant de la santé. Surtout si on pense et qu'on croit à tout ça, c'est juste. Pour répondre à votre question sur l'autogreffe, donc vous demandiez depuis combien de temps on pratique l'autogreffe. En fait, c'est un super vieux traitement. Alors, la chef nous dit 1970. L'ancienne chef nous dit 1970. Eh bien alors, c'est validé. 1970 ou aux alentours. Donc le recul, il est...
ça a été un des traitements révolutionnaires de l'époque, où clairement cette intensification a permis d'approfondir les réponses qui n'étaient pas encore extraordinaires, puisqu'on utilisait des chimiothérapies associées à des corticoïdes, et encore les corticoïdes d'être probablement pas de 70, je pense que c'est un peu plus tard, mais on a pu réduire la masse tumorale, alors on obtenait probablement que des réponses partielles à l'époque, ou des excellentes réponses partielles, mais on voyait toujours le myélome. Donc ça a permis d'approfondir les choses. Donc le recul, en fait, il est large. Oui, largement. Donc oui, c'est quelque chose de connu, reconnu. Les effets secondaires sont très connus, et les effets secondaires du coup au long cours aussi, et notamment les cancers secondaires dont on parlait, puisque c'est de la chimiothérapie à haute dose. Ce sont des agents alkylants, on appelle ça, donc qui empêchent les cellules de se diviser et qui clairement agissent sur les cellules du myélome qui se divisent plus vite que les autres, mais en fait sur toutes les cellules qui se divisent vite. D'accord? Donc toutes ces cellules-là sont très fort impactées. C'est pour ça qu'on perd ses cheveux, pour ceux qui ont connu l'autogreffe, qui repousse évidemment. C'est pour ça qu'on a des effets secondaires aussi au niveau de la bouche. C'est pour ça qu'on a l'aplasie médulaire, donc la cellule souche hématopoïétique, donc celle de la moelle osseuse qui fabrique le sang. Cette cellule souche, elle est très impactée, et on a un moment où on n'a pas du tout de production pendant environ 10 jours. Raison pour laquelle on dit autogreffe, on va rendre des cellules souches qu'on aura prélevées au préalable et qui n'auront pas été exposées à la chimiothérapie. Et donc, en fait, le fait qu'on procède encore comme ça et qu'on ne puisse pas encore directement envisager le CAR-T, c'est une question de remboursement. Alors, j'imagine que Alors, c'est pas prouvé. Madame disait qu'il fallait être réfractaire au lénalédomide pour y avoir droit. Et donc, c'est exactement ça. Donc, l'histoire des médicaments est toujours celle-là. On va d'abord, en dernière ligne de traitement, on montre l'efficacité, on va le comparer à ce qu'on appelle le standard of care, le standard de traitement. Et c'est quand on montre une plus-value nette de ce traitement, à la fois en termes d'efficacité pure, mais aussi de moindre toxicité, qu'on va pouvoir bouger alors et prouver. Et ça doit strictement être prouvé par des études larges de cohortes qui s'appellent des études de phase 3, donc des études comparatives avec des centaines de patients, parfois des milliers, ou presque. Et ça n'est que là que ça peut alors être prouvé. Une fois que c'est prouvé, en fait, on va pouvoir alors penser à le demander en remboursement, mais il faut alors à ce moment-là avoir une preuve aussi que économiquement ça ait un sens. Donc il y a tous ces paramètres. Donc pour le moment, on sait qu'en deuxième ligne, chez les patients réfractaires au lénalédomide, c'est la façon dont on a obtenu le remboursement, parce qu'on sait que c'est plus efficace que n'importe quel médicament à côté. Par contre, contre la greffe, on ne sait pas. Et c'est là le CARTITUDE 6. C'est une étude qui est en cours. Plusieurs patients qui ne sont pas ici il y en a quelques-uns, ont été inclus dans cette étude. Et on appelle ça une randomisation. Le traitement est une induction, et puis il y a un tirage au sort, greffe versus CAR. L'idée, donc ça existe. Cette étude est en cours. Et effectivement, on va pouvoir comparer l'efficacité, la toxicité et la réponse au long cours. Et ça n'est que quand on aura ces réponses-là qu'on pourra dire, ok, en fait, c'est peut-être, enfin, là maintenant on dit peut-être, c'est peut-être plus efficace. Et si ça l'est, si c'est plus efficace et moins toxique, évidemment que ça va peut-être arriver en première ligne. Aux États-Unis d'abord. Ok, mais donc, si cette étude est déjà en cours maintenant, ça veut dire que pour une autogreffe qui s'est pratiquée maintenant, le temps d'avoir les résultats avant une éventuelle potentielle rechute, d'ici quelques années, on pourrait imaginer qu'en phase 2, suite à une rechute après une autogreffe, qu'il puisse y avoir de basculer sur le CAR-T alors. Oui, mais ça c'est deux questions différentes, puisque en fait, une fois qu'on a fait, enfin, à l'heure actuelle, comme on n'a pas les CAR-T en première ligne, on ne sait pas si c'est plus efficace que la greffe. En fait, on fait notre standard en dehors des études, on fait ce qu'on sait qui est le mieux pour un patient. Oui, mais comment on ne peut pas faire de greffe? Alors, on peut faire de greffe, c'est pas la question, mais effectivement, on pense qu'on a des meilleurs traitements que la greffe si on en a déjà eu une. D'accord? La greffe, on en parle en première ligne de traitement en vrai. D'accord? Donc voilà, est-ce que ça remplacera la greffe un jour? C'est un point d'interrogation. Est-ce que ça remplacera une deuxième autogreffe? Ça oui, on peut le dire déjà maintenant. Je vais juste rajouter. Pardon. Oui, je veux juste compléter un petit peu par rapport strictement à l'autogreffe. Donc effectivement, c'est un vieux traitement.
mais sa place en première ligne a été constamment rechallengée. Donc en fait, il y a des études qui montrent que même si on améliore notre traitement d'induction, donc le traitement qu'on fait au départ, on a toujours un bénéfice de faire l'autogreffe et qu'il y a des différences là-dessus sur les PFS et les survies globales. Et il y a une autre étude qui est en cours, parce que c'est vraiment maintenant, dans ces années-ci, il y a énormément de choses qui évoluent, qui effectivement se pose la question de dire si on optimalise encore plus notre traitement d'induction, et donc c'est-à-dire une quadruplette comme on a déjà parlé, mais au lieu du Velcade, le Kyprolis, qui est en fait une molécule plus évoluée que le Velcade, mais la même catégorie, si on optimalise notre traitement d'induction, si éventuellement on fait des quintuplettes, est-ce que dans certaines situations de patients qui ont éventuellement un bon pronostic, qui ont une MRD négative soutenue, en fait, on peut se dire que ces personnes-là ne nécessitent pas d'autogreffe. Nécessiteront pas d'autogreffe et qu'il n'y aura pas de différence pour eux en termes de bénéfices de l'autogreffe. Mais donc ça, c'est des choses où moi, je suis passée un petit peu vite, mais encore une fois, on a tellement envie d'expliquer des choses, il faut à un moment donné qu'on s'arrête. Mais c'est des choses où dans le futur, vraisemblablement aussi, peut-être qu'on aura cette réponse à la question de se dire, voilà, pour tel patient avec tel paramètre qui aura eu telle réponse, on peut se dire qu'il n'y a pas de bénéfice de faire de l'autogreffe. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on ait détrôné l'autogreffe, on a toujours un bénéfice, quelle que soit l'amélioration de notre traitement d'induction. Et vous l'avez vu, hein, c'est ce que Ornella a présenté, hein, donc le magnétisme 5, le Majestic 5 qui est en cours, c'est l'association de daratumumab, lénalidomide, Velcade, dexamethasone, avec du teclistamab, donc ça c'est ce que Julie vient de raconter, avec un bispécifique, et c'est 100% de maladies résiduelles négatives. Donc est-ce qu'effectivement, quand on atteint si rapidement des réponses si profondes et qu'on les maintient, est-ce qu'on a besoin d'autogreffe? Ça, c'est des questions d'avenir pour l'année prochaine. Il y avait encore une question ici, Oui, monsieur. j'avais une question concernant les glyphosates. Donc, d'après ce que j'ai entendu, c'est un médicament qui est administré en cours de traitement après les 4 premiers médicaments. Quand est-ce qu'il est administré? Est-ce qu'il est contre-indiqué dans certains cas? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Pour que tout le monde ait entendu, donc on se demande si les bisphosphonates, le Zometa, quand est-ce qu'on le donne, quel est le bénéfice et jusque quand on le donne, et je vais laisser Ornella répondre. Est-ce que tout le monde le reçoit? Et est-ce que tout le monde le reçoit? Alors, mais les biphosphonates, c'est surtout le Zometa qu'on utilise, et dans certains cas d'insuffisance rénale, on a un autre qui s'appelle Belixgeva, donc c'est un traitement de support, donc il ne va pas jouer sur le myélome en lui-même, il va jouer sur les répercussions principalement osseuses, en renforçant globalement la structure osseuse et éviter ainsi le risque de fracture, tassement, et toutes les complications que ça peut engendrer. Donc en effet, c'est un traitement en plus du traitement contre le myélome, c'est un traitement de support. Qui va surtout en bénéficier? C'est surtout les patients avec des lésions osseuses, même si on a montré quand même peut-être un bénéfice chez les patients qui n'ont pas de lésions osseuses. Donc ça fait partie d'un traitement qu'on va proposer. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir certains effets secondaires. Principal effet secondaire majeur des biphosphonates, c'est que ça peut induire des nécroses de la mâchoire. Raison pour laquelle, avant d'envisager ces biphosphonates, on va faire une évaluation avec le dentiste ou le stomatologue pour voir un peu l'état dentaire et voir un petit peu s'il y a des choses à faire avant, des extractions des dents à faire avant, de les faire au préalable, parce que si on fait ces biphosphonates sur un état dentaire un petit peu précaire, on sait qu'on est à risque d'induire des nécroses de la mâchoire qui peuvent être très invalidantes. Donc ça c'est une chose, le côté stomatologique. Et puis dans les cas vraiment d'insuffisance rénale très sévère, il y en a certains en effet qu'on va pas pouvoir donner, le Zometa, on va pas pouvoir le donner, mais on va donner alors du coup une autre classe de médicaments pour renforcer les os. Donc en général, c'est un traitement qu'on propose en tout cas à tout le monde s'il n'y a pas de contre-indication et surtout principalement dentaire. Combien de temps? Donc à un moment donné, tout le monde est susceptible de recevoir. Exactement. Et voilà, on le donne 2 ans. Fréquence séminale. On réduit la fréquence. On le donne en général 1 fois par mois en effet, au moins 1 an. Et puis quand on a obtenu une très bonne réponse, on peut très bien espacer les doses et en général on fait tous les 3 mois. Et les effets qui sont produits sur les mâchoires, ils sont maintenus, ou ils s'estompent, ou ils diminuent une fois qu'on a le traitement? Comment ça marche? Je sais pas.
Alors ça diminue, après il y a toujours un risque possible. Je pense que c'est vraiment important que les patients qui sont sous biphosphonate discutent avec le dentiste et préviennent toujours qu'ils sont sous traitement, parce qu'il y a des choses sous traitement biphosphonate, et même quand on a arrêté, en tout cas on sait qu'on va induire un sur-risque suite à certains traitements dentaires, et c'est surtout des traitements entre guillemets profonds qui vont jouer sur la mâchoire, notamment les extractions dentaires. Alors il n'y a pas de risque, on fait un détartrage ou que sais-je, hein. Mais c'est toujours bien en tout cas de signaler, même à l'arrêt de ces médicaments, parce on garde un sur-risque à vie. Et le risque, c'est quoi? Par exemple, imaginons que quelqu'un commence un traitement pendant 1 an, après 1 an, il arrête. Imaginons que pour le myélome, il soit dans la phase de stabilisation, peu importe, il a des problèmes dentaires. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Il faut arracher des dents, comment ça marche? On discute avec le dentiste risque-bénéfice. Est-ce que c'est un problème entre guillemets esthétique? Est-ce que c'est une raison Il faut enlever la dent parce qu'il a une douleur insupportable, juste comme ça. Alors voilà, balance risque-bénéfice. Si on doit retirer cette dent, on retire et on fait un suivi approprié. C'est une nécrose de la mâchoire, avec le suivi qu'on fait avec les collègues dentistes et stomatos, on les voit de moins en moins. Je ne peux pas dire qu'on les voit plus. Certains patients l'ont encore, mais c'est la raison pour laquelle d'avoir vraiment un bon suivi et bien que le dentiste soit au courant des choses qu'il peut et qu'il ne peut pas faire. Moi, je dirais pour compléter que c'est un risque qu'on garde à vie, mais évidemment, plus on s'éloigne du biphosphonate et des dernières injections, et moins le risque est important. Donc, quand Ornella dit on discute avec le dentiste et vous et le patient, c'est vraiment de faire la balance risque-bénéfice. Est-ce que c'est un traitement urgent? Est-ce qu'il y a une alternative à ce traitement? On doit arracher la dent parce qu'il y a des douleurs, oui, mais on peut aussi la dévitaliser, peut-être c'est mieux, et attendre plus tard pour l'enlever. Est-ce que c'est une infection et on n'a pas le choix que de l'enlever pour contrôler l'infection? À ce moment-là, on le fait. Mais si on peut, on essaie de retarder le soin dentaire profond qui touche à l'os de la mâchoire le plus tard possible pour avoir le moins de risques possible avec des prophylaxies. Alors on fait attention. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je me permets de vous répondre. J'avais 2 dents à risque. Finalement, le dentiste m'a arraché une dent, inutilement, parce que je n'ai pas dû, heureusement, subir ce traitement. Donc, quelque part, il y a eu, je ne sais pas, un cours... Vous n'avez pas reçu le traitement ici, on vient de dire qu'en général, tout le monde le reçoit. En général. Alors, ne faisons pas de généralité, chaque histoire est différente. Il y a des gens qui, au moment de leur diagnostic de leur maladie, n'ont pas d'atteinte osseuse et ont des critères différents de myélome indolent à haut risque d'évolution sans atteinte osseuse. Et là, le traitement n'est pas indispensable. Et pour ajouter quelque chose aussi à ce qui a été dit, c'est aussi qu'en fait, le fait de commencer, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup moins, le fait d'avoir une bonne hygiène dentaire, de ne pas avoir de caries, de ne pas fumer, de ne pas avoir des choses qui agressent la bouche, diminue fortement ces risques qui sont maintenant présents. Si on a une bonne hygiène dentaire, dans 2%, si on fait des soins dentaires, et donc c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins, et que parfois les stomatologues, comme tu dis, je ne sais plus laquelle vous disiez, ont parfois d'autres solutions, hein. Donc ils coupent la dent, ils enlèvent la racine, mais en essayant de ne pas, si le risque est élevé, de ne pas arracher la dent, et donc il y a parfois des solutions alternatives, et c'est effectivement une discussion à avoir avec le... Alors, question beaucoup plus futile. Dans le cas où on fait ce cartécelle, on perd ses cheveux. Les chimios font perdre de... Non, vous ne faites pas. Non, c'est des chimios beaucoup plus légères qui font de la place dans le sang. Et on va peut-être faire la dernière question. Une question. En première ligne, quand on fait une autogreffe, on augmente le risque du cancer secondaire. En deuxième ligne, quand on fait les carticelles, on augmente également le risque du cancer secondaire. Est-ce que les deux ensemble augmentent? Oui, mais donc vous cumulez évidemment. Alors, c'est pas 5 plus 5, c'est pas arithmétique. Il y a effectivement tout traitement, peu importe le cancer, je dirais même pour des maladies chroniques, tout traitement a des effets secondaires et effectivement, ici, dans ce cas-ci, augmente le risque de faire des cancers secondaires. Il faut balancer ça de nouveau, on passe notre vie à balancer, entre avoir un cancer actif dont on doit se débarrasser
et prendre le risque d'avoir quelque chose qui se développe peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'accord ? Aussi dans quel laps de temps s'il y avait une moyenne. Voilà, alors bon, en général, c'est plus tardif, c'est très tardif après la greffe, parce que ce sont des chimiothérapies, donc on est à plus de 20 ans certainement. La radiothérapie aussi, parfois on utilise de la radiothérapie, c'est aussi des choses qui peuvent donner des cancers secondaires, notamment locaux, des sarcomes, donc des cancers des tissus mous, là où la radiothérapie a eu lieu. De nouveau, c'est une vingtaine d'années ou au-delà. C'est vrai que pour les CAR-T, on a l'impression d'avoir des cancers secondaires, ou en tout cas ces dysplasies qui se font un petit peu plus tôt que ce qu'on pourrait imaginer avec des chimiothérapies. À balancer à nouveau, on n'a pas des données très robustes à l'heure actuelle, donc les études sont en cours avec les CAR-T, il y en a plein, donc on va avoir des données au fur et à mesure, mais clairement, de savoir, ce sont des patients qui ont eu beaucoup de traitements avant, donc qui ont déjà ce risque, parce qu'ils ont connu une autogreffe, ils ont connu plein de traitements, et donc le fait de faire des cancers secondaires, c'est déjà une accumulation de ces traitements-là. Donc la vraie question va être, quel est le risque finalement de cancer secondaire lié spécifiquement au CAR-T, en première ligne notamment. Alors, on peut encore continuer à discuter, mais avant de terminer, je pense que c'est important effectivement de dire un petit mot, deux petits mots. D'une part, un avec le MIMU qui veut vous annoncer sa prochaine réunion de patients. Donc, je ne sais pas si vous voulez venir dire un petit mot ici. Et alors, vous trouverez aussi, venez. Et donc, vous trouverez aussi ici à la sortie des petits flyers par rapport à on a aussi une association ici qui essaye de lutter contre la maladie en soutenant la recherche, mais qui est aussi à la recherche de patients pour s'impliquer. C'est le fonds Ariane dont le professeur Bron était l'initiatrice. Et donc, vous trouverez les flyers. N'hésitez pas à venir, à les lire et à nous poser des questions.